Si je te parle du premier roi parti en croisade, tu vas sûrement penser à un roi français, anglais ou même à un empereur germanique. Ce roi, en fait, il nous vient de Norvège et il va mener ce qu'on va appeler la croisade des Norvégiens. Alors laisse-moi te présenter dans cette vidéo un roi méconnu mais aussi énigmatique, Sigurd Ier de Norvège, aussi appelé Sigurd Jurchalafari ou Sigurd le Croisé. Alors avant de parler plus en détail de la vie de Sigurd, il faut dresser un petit portrait de la Norvège à l'époque de Sigurd. Sigurd, il est né en 1090 et à cette époque, la Norvège elle a des possessions en mer du Nord et dans les îles britanniques. Ces possessions, elles sont issues des anciennes conquêtes des Vikings dans les îles britanniques. Conquêtes qui ont commencé au moins depuis le 8e siècle. Et les Vikings, ils ne font pas que conquérir, ils installent aussi des colonies. Et ça, ils l'ont fait en Angleterre, en Écosse et en Irlande. Et quand le royaume de Norvège a été unifié, ce royaume a gardé les conquêtes des Vikings. Ce royaume, il s'étend donc au début du 12e siècle sur les îles Féroé, Shetland et Orkney au nord de l'Écosse. Les Norvégiens ils possèdent également les îles Hébrides et l'île de Man à l'ouest de l'Écosse. Le Groenland est aussi une colonie norvégienne et l'Islande est une sorte de vassal de la Norvège. Et les prédécesseurs des Norvégiens, les Vikings, qui ont permis à ce royaume d'avoir ses possessions, eh bien c'était des païens. Et tout le monde connaît les croyances des Vikings qui vouaient un culte à des dieux comme Odin, Thor, Freya ou Tyr. Et qui pensaient même pouvoir rejoindre le Valhalla s'ils mouraient au combat de manière honorable. Eh bien à l'époque de Sigurd, il faut savoir que ce n'est plus du tout le cas. La Norvège, elle est christianisée. Alors on va faire un petit aparté sur la christianisation de la Norvège parce qu'elle joue un rôle hyper important dans l'épopée de Sigurd. Les premiers contacts entre les Vikings et les chrétiens se font en même temps que les premiers raids vikings, c'est-à-dire à la fin du 8e siècle. Mais bon, ces contacts, ils prennent rapidement la forme d'affrontements. Les Vikings raident, pillent et défendent leurs croyances face à ce qu'ils appellent un faux dieu, et les chrétiens, eux, considèrent ces hommes du Nord comme des païens envoyés de Dieu pour les punir. Et finalement, c'est uniquement 2 siècles après les premiers contacts entre les Vikings et les Norvégiens qu'une vraie christianisation de la Norvège va débuter. Et ce phénomène, il va se faire sous le règne d'un homme, Olaf Tryggvason, un roi de Norvège de 955 à l'an 1000. Et une fois assis sur le trône de Norvège, il va forcer la christianisation de son pays par l'épée. Il est assez commun dans l'histoire de la christianisation que lorsqu'un souverain se convertit, le peuple suit et adopte la religion qu'a choisi le souverain. Et c'est un phénomène que la Norvège va plus ou moins connaître, bien que beaucoup de Norvégiens vont être convertis de force. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Olaf, il va même être canonisé par l'église catholique pour avoir converti la Norvège et il deviendra Saint Olaf. Lors de la naissance de Sigurd, on est donc dans une Norvège qui est christianisée depuis au moins un siècle et où les habitants ont abandonné leurs anciennes coutumes. Après avoir posé un peu ce contexte, on va pouvoir s'attarder plus précisément sur la vie de Sigurd. Et on va commencer par son enfance. Alors le père de Sigurd, c'est Magnus III et c'est un roi conquérant. Lui, il aime bien mener beaucoup d'expéditions et il va surtout s'illustrer dans les îles britanniques. Magnus, il a 3 fils, Eystein l'aîné, Sigurd le deuxième et Olaf le troisième. Alors on a peu d'informations sur la jeunesse de Sigurd, mais on sait qu'il a accompagné son père très jeune dans quelques expéditions. Et son père, il conquit les Orcades, les îles Hébrides et l'île de Man et il va placer son fils à la tête de ses nouvelles conquêtes en l'an 1100. Cette période de règne sur ces nouveaux territoires, elle va durer seulement 3 ans pour Sigurd. Il n'a alors que 10 ans et des fiançailles vont être arrangées entre lui et une princesse irlandaise qui a elle 6 ans. Ce mariage, il a forcément comme objectif une alliance militaire entre Magnus III de Norvège et un roi irlandais du nom de Murtagh O'Brien. Mais la période de vie de Sigurd dans les îles britanniques, elle va vraiment rapidement s'achever. Parce que son père, lui, en fait, se fait tuer en Irlande en 1103. Il n'avait pas cessé de guerroyer dans la région depuis qu'il y a installé son fils. Et suite à la mort de son père, Sigurd doit abandonner les îles et retourner en Norvège. Là-bas, il doit prendre son titre de roi avec son frère Eystein et Olaf, alors que leur père vient tout juste de mourir. Et là, tu te dois dire, mais pourquoi les 3 fils doivent prendre le titre de roi? Ben ça, c'est un des aspects un peu particuliers de la monarchie norvégienne. En Norvège, il n'y a pas comme dans les autres monarchies européennes un système de primogéniture. Ça veut dire que l'aîné n'obtient pas automatiquement le trône de son père. En fait, tous les fils du roi et même les fils illégitimes ont le droit de réclamer le trône. Alors on assiste parfois à des périodes de co-règne où tous les fils dirigent ensemble le royaume. Mais malheureusement, le plus souvent, ça dégénère en conflit parce qu'il y a un des rois qui veut prendre le dessus sur les autres. Et pourtant, ce ne sera pas le cas des frères Magnusson. Au moment de la mort de leur père, ils sont encore très jeunes. Eystein a 15 ans, Sigurd a 13 ans et Olaf a 5 ans. Et pourtant, ils ont la lourde tâche d'administrer ensemble le royaume. Et c'est ce qu'il va se passer pendant plusieurs années avant que Sigurd se mette en tête une expédition. Et c'est en 1107, à seulement 17 ans, que Sigurd se dit qu'il va partir en croisade.
Ça fait maintenant 4 ans qu'il règne sur la Norvège avec son frère Øystein, car Olaf est encore trop jeune. De ce que les sources nous disent, Øystein est plutôt un roi administrateur, alors que Sigurd, lui, c'est plutôt un roi guerrier. Il a rapidement suivi son père dans des expéditions militaires et il a sûrement été éduqué de cette manière. Alors là, tu te demandes peut-être pourquoi un roi norvégien seulement âgé de 17 ans veut partir faire une croisade jusqu'à Jérusalem. Eh ben, je vais essayer de te l'expliquer, enfin ce sont mes interprétations parce que les sources ne disent pas clairement pourquoi Sigurd est parti en croisade. Pour rappel, la première croisade a eu lieu il y a peu de temps. L'appel à la croisade a été donné par Urbain II en 1095. Les croisés partent en expédition, ils vont prendre des villes importantes et notamment l'objectif principal Jérusalem en 1099. La croisade est un succès et les États latins vont être fondés sur la côte méditerranéenne du Moyen-Orient. Ce succès, il a un énorme retentissement dans le monde chrétien et il galvanise les fidèles. Comme tu t'en doutes, les États latins, ils se sont imposés par la force et ils sont tout le temps en conflit avec les États aux environs. Et pour survivre, ces nouveaux États latins, ils ont besoin constamment de renforts venus du monde chrétien. Et Sigurd, il va prêter main forte. D'abord parce que Sigurd, il est né dans une Norvège chrétienne et comme tous les hommes du Moyen-Âge, c'est un fervent chrétien. Mais ce départ en croisade, il a aussi probablement évité les querelles internes et les conflits avec ses frères. Øystein pouvait diriger le royaume pendant quelques années, pendant que son frère Sigurd, lui, était en croisade. Et cela offrait à la Norvège quelques années de répit et de stabilité. Et bien sûr, une croisade, elle apporte à la Norvège et à Sigurd un prestige et une reconnaissance importante. La Norvège n'étant pas une terre chrétienne depuis si longtemps, ça peut aussi permettre au pays de s'intégrer dans le monde chrétien si la croisade réussit. Enfin, bien que la Norvège est désormais un royaume chrétien, il ne faut pas oublier qu'elle a une culture viking encore très présente. Et la volonté de lancer des expéditions, acquérir des richesses et du prestige est encore très ancrée dans la culture norvégienne. On a l'exemple de Magnus, le père de Sigurd, qui n'a pas cessé de guerroyer dans les îles britanniques, un peu comme ses ancêtres vikings. Sigurd, il voulait probablement faire comme son père et ses ancêtres, voire faire plus ou mieux. Et pour toutes ces raisons, Sigurd, il lance sa croisade à l'automne 1108 et un long voyage l'attend. Sigurd prend donc la mer seulement à l'âge de 18 ans avec au moins 60 navires, ce qui représente à peu près 5000 hommes. Faut bien comprendre alors que c'est une armée et une flotte considérable pour un tel voyage à cette époque. Mais tu vas découvrir dans la suite de la vidéo que ce n'est pas un simple voyage pour se rendre en Terre Sainte. C'est une véritable expédition armée en plusieurs étapes et un voyage diplomatique. Le périple des Norvégiens, il va se faire avec des escales. Ils se lancent quand même dans un voyage d'au moins 7000 km jusqu'à Jérusalem. Et tu t'en doutes, sans escale, c'est impossible. Et le départ, lui, il se fait à Bergen, un port de l'ouest de la Norvège. La première escale des Norvégiens se fera donc en Angleterre. Ils vont y séjourner et passer l'hiver et Sigurd va y rencontrer le roi d'Angleterre de cette époque, Henri Ier Beauclerc. Ils repartent ensuite au printemps, direction la Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Et les Norvégiens, dès leur arrivée, ils ne vont pas chômer parce qu'ils vont combattre des pirates musulmans et les vaincre. Et ils vont répéter l'opération lorsqu'ils vont partir vers Lisbonne et ils vont tenter de reprendre la ville aux musulmans. Et ce sera malheureusement un échec malgré l'aide du comte local Henri de Bourgogne. La prochaine escale, elle se fait à l'est de l'Espagne, dans les Baléares. Et les Norvégiens, ils vont encore une fois y combattre des musulmans, notamment sur les îles d'Ibiza, Formentera et Minorque. Et selon les sources, le butin qu'ont récupéré les Norvégiens sur les musulmans aurait été immense après leur victoire. De quoi financer la suite du voyage et en ramener un peu à la maison, pourquoi pas. Fini les Baléares et direction la Sicile en 1109 pour la dernière escale des Norvégiens. Ils sont alors reçus par le roi normand Roger II de Sicile. Car au XIIe siècle, la Sicile est contrôlée par les Normands, mais bon, ça c'est une autre histoire. Une fois la visite effectuée, dernier départ pour Sigurd et ses troupes direction la Terre Sainte. Et en 1110, après 3 ans d'un voyage bien rempli comme on a pu le voir, les Norvégiens posent le pied à Jaffa, le port de Jérusalem. Sigurd, il y rencontre Baudouin Ier, le roi de Jérusalem. Bien sûr, il prend le temps de visiter la Terre Sainte et de se recueillir. Il en profitera même pour faire une petite baignade dans les eaux sacrées du Jourdain. Mais il n'est pas là uniquement pour se recueillir, mais aussi pour guerroyer et ça va vite arriver. Sigurd et Baudouin, ils forment une armée commune et ils se dirigent ensemble vers Sidon, une place forte située au nord de Jérusalem, détenue par les Fatimides d'Égypte. Ensemble, ils vont faire le siège de la ville pendant l'hiver 1110 et prendre la ville à la fin de l'année. Sidon est par la suite intégré au royaume de Jérusalem. En compensation de sa participation et de son voyage en Terre Sainte, Sigurd reçoit des reliques, notamment un supposé morceau de la vraie croix, c'est-à-dire la croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié. La croisade des Norvégiens va être de courte durée, ils auront seulement participé à la prise de Sidon. Une fois cela fait, ils vont repartir et ils vont choisir la voie terrestre pour le retour.
Sigurd, juste avant son départ, laisse ses 60 navires en cadeau au roi de Jérusalem. Et il va profiter de ce retour pour à nouveau rencontrer des souverains d'Europe et tisser des liens diplomatiques. Forcément, Sigurd, il remonte vers la Norvège avec ses hommes. Mais d'ailleurs, son armée, elle est devenue quoi après ce voyage et ses combats en Terre Sainte? Alors on n'a pas de source qui nous en parle précisément, mais on va faire des suppositions. Déjà, il est certain que les campagnes qu'il a menées pendant son voyage ont causé des pertes. Ensuite, je pense que, comme les croisés ont tendance à le faire, certains Norvégiens sont restés à Jérusalem. D'abord pour renforcer les rangs de l'armée, mais aussi pour protéger les lieux saints. Ça, c'est sûrement pour les plus pieux d'entre eux. Ceux sans terre ou sans famille ont probablement également voulu s'enrichir, prendre du galon et pourquoi pas récupérer des terres. Alors peut-être est-il reparti avec, disons, la moitié de son armée, on ne le saura jamais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il repart sans sa flotte. Résultat des courses, le cortège est moins important et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Sigurd repart par la voie terrestre. Et justement, pour rentrer, par où il passe Sigurd? Alors il va d'abord longer les États latins jusqu'en Anatolie, puis il va arriver vers Constantinople et y rencontrer l'empereur byzantin. À cette époque, il s'agit d'Alexis Ier Comnène. En tant que croisé, il y est bien reçu, car pour rappel, les Byzantins sont en partie responsables de l'appel à la croisade. Ils ont été les premiers à demander le soutien des chrétiens latins pour reprendre la Terre Sainte. Sigurd est donc accueilli en grande pompe et il repart avec des cadeaux et les honneurs de l'empereur. La suite du voyage est assez mal connue, mais les Norvégiens sont probablement repartis par la Bulgarie, la Hongrie, puis le Saint-Empire romain germanique. Et c'est en Saxe que Sigurd va faire un deuxième arrêt et organiser une deuxième rencontre diplomatique. Cette fois-ci avec Lothaire de Supplinbourg, le duc de Saxe et futur empereur germanique qui sera élu en 1125. Sigurd n'est plus très loin de ses terres, il ne lui reste plus qu'à franchir le Danemark pour rentrer chez lui. Et ce passage au Danemark, il sera l'occasion de la dernière rencontre diplomatique de Sigurd qui se fera avec Niels du Danemark en 1111. Et en 1111, le voilà rentré au bercail, lui et ses hommes, après 4 ans d'un voyage exceptionnel et sacrément long. Comme on pouvait s'en douter, Sigurd rentre en héros en Norvège. Pourtant, le voyage de Sigurd, il a un coût énorme. Sigurd, il y a perdu 60 navires, la moitié de ses hommes, et la Norvège a été privée de son roi guerrier pendant 4 ans. Mais en fait, ça, Sigurd, il s'en fout parce que le retour sur investissement pour son pays, il est monstrueux. Et ses conséquences, elles sont importantes autant sur le plan spirituel que politique. Déjà, Sigurd, il obtient un surnom qu'il gardera pour la postérité. On l'appelle désormais Sigurd Jorsalafari, ce qui veut plus ou moins dire pèlerin de Jérusalem ou celui qui a été à Jérusalem. En français, on a voulu simplifier et on l'a traduit par le croisé. Et pour préciser, Jorsalafari, ça vient de Jorsalaland, qui veut dire pays de Jérusalem. Et donc par ce voyage, Sigurd, il a porté le nom de la Norvège dans de nombreuses cours européennes. Il a rencontré de nombreux souverains européens, pas seulement en tant que roi de Norvège, mais aussi en tant que croisé. Et il a forcément attiré la sympathie des puissants, comme le roi d'Angleterre, le roi de Jérusalem, l'empereur byzantin ou les ducs de Sicile. Mais la dimension la plus importante dans ce voyage pour la Norvège, c'est la dimension religieuse. Comme on l'a dit, la Norvège a subi un processus de christianisation, mais qui n'est pas totalement terminé au début du XIIe siècle. Certes, les habitants du pays ont tous adopté le christianisme, mais le pays, lui, il n'est pas encore totalement intégré dans la chrétienté européenne, il est encore une périphérie. Et cette croisade des Norvégiens, elle est plutôt à un point de conclusion dans la christianisation du pays. Elle permet pleinement à la Norvège d'intégrer le monde chrétien occidental et ses institutions. J'irais même jusqu'à dire que la croisade de Sigurd a placé la Norvège au centre des regards du monde chrétien pendant un temps. Et ouais, Sigurd, c'est quand même le premier roi à être parti en croisade, et ça, c'est pas rien. Par cela, il a fait forcément briller la Norvège, mais il a aussi inspiré d'autres souverains à prendre le même chemin que lui. Puisque à peine 50 ans plus tard, des souverains comme Louis VII ou Conrad III du Saint-Empire romain germanique partiront eux aussi personnellement en croisade. Et ils vont le faire pendant la deuxième croisade de 1147 à 1149. Et Sigurd, il a aussi ramené de son expédition des objets de culte, comme des morceaux de la vraie croix, et ces objets, ils peuvent donner lieu à des pèlerinages, la création de lieux de culte, et ils renforcent la ferveur chrétienne du pays. Enfin, tu l'auras compris, avec cette croisade, Sigurd a pleinement intégré son royaume à la chrétienté occidentale. Un dernier petit point, la Norvège a aussi démontré sa capacité militaire et logistique. Ce n'est pas rien d'engager une flotte avec des milliers de combattants sur près de 4 ans, qui participent à plusieurs combats dans des théâtres différents, et qui parcourent des milliers de kilomètres. Cette capacité militaire, elle descend de la culture viking qui est ancrée dans la culture norvégienne. On l'a bien vu lorsqu'on a parlé des possessions norvégiennes dans les îles britanniques. Mais bien sûr, il y a quand même des limites, cette croisade, elle n'a pas tout fait. La Norvège, elle reste quand même un royaume instable où l'aristocratie a énormément de pouvoir et où les guerres de succession font rage. Et après son retour en Norvège, alors qu'est-ce qu'il a fait, Sigurd ?
Bon alors forcément, après une expédition aussi exceptionnelle, la vie de Sigurd allait moins mouvementée. Déjà, il est rentré aux côtés de son frère Eystein, qui a fait du bon boulot pendant son absence. Et oui, comme on l'a dit, Eystein c'est un administrateur et il a gouverné le royaume pendant l'absence de Sigurd. Eystein, il a développé des infrastructures, il a notamment fait construire des auberges pour faciliter le voyage et le commerce en Norvège. Il a également développé le port de Bergen, d'où est parti et est rentré Sigurd. Il a aussi consolidé les liens entre la royauté et l'église pour que les deux gouvernent mieux le pays main dans la main. La Norvège, elle ressort donc assez forte de cette période de croisade. Et contrairement à beaucoup de co-règnes, celui-là, il va se passer dans l'entente et la stabilité et il va fortement contribuer au développement de la Norvège. Et comme je vous l'avais dit, Sigurd est un roi guerrier et pourtant il va vivre une vie plus calme. Dès la date de 1116, alors elle n'est pas très certaine, mais il va se marier à Malfrid de Kiev, la fille de Mstislav Ier, le prince de la Russe de Kiev, qui est en gros l'ancêtre de la Russie moderne. Bon, cela a très certainement été fait dans le but de former une alliance, et il ne faut pas oublier que les Russes de Kiev et les Scandinaves entretiennent une relation privilégiée, puisque ce sont des Vikings majoritairement venus de Suède qui ont fondé la Russe de Kiev. De cette union, Sigurd, il aura uniquement une fille, Christina, et avec une concubine, il aura également un fils qu'il appellera Magnus et qu'il désignera comme son héritier. Et dès 1115, le frère de Sigurd, Olaf, meurt encore très jeune et il co-règne la Norvège avec Eystein. Mais ce dernier meurt également en 1123 et il laisse Sigurd comme seul monarque de la Norvège. Et en 1125, un événement bien particulier va se produire. Et ce dernier va jouer un rôle important dans les prochaines décennies du royaume de Norvège. Un dénommé Gilchrist se présente auprès de Sigurd. Il dit être un fils du père de Sigurd, Magnus III, et d'une Irlandaise. Pour confirmer ça, Sigurd fait passer une ordalie à Gilchrist. Une ordalie qu'on appelle aussi jugement de Dieu est une épreuve qu'on fait passer à un individu, elle est souvent douloureuse ou mortelle pour prouver ses dires. Sa vie est alors mise entre les mains de Dieu et s'il réussit l'épreuve, alors il avait raison. Et Gilchrist, il va passer ce test avec succès. Sigurd étant pieux, il reconnaît la légitimité de Gilchrist, mais il lui fait promettre une chose, de ne pas revendiquer le trône de son vivant, ni du vivant de son fils. Pour l'anecdote, après la mort de Sigurd, Gilchrist ne va pas du tout respecter le serment qu'il a fait et il va usurper le trône de Norvège. Il prendra alors le nom d'Harald IV de Norvège, et avec cette usurpation va s'ouvrir une très longue période de guerre de succession en Norvège. Et voilà qu'on arrive déjà à la fin de la vie de Sigurd. Les chroniqueurs parlent d'une fin de vie difficile pour Sigurd. Ce dernier aurait été atteint de troubles mentaux qui auraient été majoritairement caractérisés par des accès de violence et des changements d'humeur, accompagnés de comportements assez instables. Un de ces derniers faits qu'il divorce de Malfrid de Kiev et se remarie en 1128. Il se marie avec Cecilia, la fille d'un homme important selon les sources. Alors ce mariage il est contesté par l'église et notamment par l'évêque de Bergen, mais Sigurd réussira tout de même à mettre en place son mariage. Et Sigurd Ier de Norvège s'éteint à Oslo le 26 mars 1130, à l'âge de 40 ans après près de 27 ans de règne marqué par son expédition en Terre Sainte. Sigurd a été pour la Norvège un roi guerrier et prestigieux. Il a apporté à la Norvège la dernière étape de sa christianisation et son entrée pleine dans le monde chrétien et ses institutions. Il a marqué l'histoire pour avoir été le premier roi croisé à être parti dans une expédition périlleuse. Et cette manœuvre apportera à la Norvège un prestige immense. Il ne faut pas non plus oublier le rôle de son frère Eystein qui a été un administrateur et un bâtisseur, qui a apporté stabilité et développement à la Norvège. Conjointement, les Magnusson ont fait de la Norvège un royaume rayonnant pendant quelques décennies. Et ils ont sorti ce pays de l'Europe du Nord de sa case de périphérie de l'Europe occidentale. Mais ça seulement pour un temps, car après la mort des Magnusson, la Norvège va retomber dans ses vieilles habitudes de guerre de succession et d'instabilité. Sigurd est un roi qui a marqué son temps et son pays. Voilà, j'espère que ce récit d'un roi hors du commun et méconnu t'aura plu. Comme tu t'en doutes, ce genre de vidéo demande du temps et du travail, alors si tu veux me récompenser, tu peux t'abonner et liker la vidéo. Et si tu te sens d'humeur loquace, tu peux même poser un petit commentaire dans l'espace commentaire. Si tu veux également faire partie d'une communauté centrée autour de la culture générale, tu peux rejoindre mon Discord, le lien il est en description. Enfin, je suis également très actif sur TikTok et Insta où je poste 3 vidéos par semaine. Alors si ça t'intéresse, les liens de ces comptes sont en description de la vidéo également. Et merci beaucoup de m'avoir écouté, je suis très content d'avoir partagé ce moment avec toi et on se retrouve dans ma prochaine vidéo.